notre dernière table ronde qui concerne the foresight and food security policies, donc les politiques de la sécurité alimentaire. Donc c'est une table ronde qui a vocation de traiter la façon dont les parties prenantes peuvent utiliser les résultats et ou la méthodologie agrimentera pour réfléchir aux politiques de sécurité alimentaire en y incluant les usages des sols. Et pour vous en parler, je vais demander à venir me rejoindre sur scène Olivier Mora, Jean-Luc François, Carlos Monteiro, Stéphane Parmentier, ainsi que Augustin, Wambo, Yamdjeu. Bien. Dans un premier temps, vous pouvez les applaudir parce que ça les met toujours en forme. Let's give them a round of applause. Merci beaucoup. Donc, Thank you very much. Jean-Luc François, vous êtes Head of Unit Agriculture, Rural Development and Biodiversity et à l'Agence française de développement. Donc, cette division est spécialisée dans les questions agricoles, mais se préoccupe de plus en plus de gestion de ressources naturelles. Issues and increasingly on natural resource issues. Faire un petit So you're going to give us... c'est Olivier Mora qui va Olivier Mora is going to give us a small, short introduction, please. Nous rappeler les deux lessons from the food security scenarios of Agrimonde Terra pour qu'on puisse en débattre. Lessons from the food security scenarios of Agrimonde Terra. N'oubliez pas tous, micro, montant. Rappel des enseignements d'Agrimonde Terra en matière de sécurité alimentaire. Je crois que vous l'avez éteint. Oui, normalement, ça marche bien. Ça marche, très bien. Donc, merci. Je propose de faire une petite introduction. I'm going to give you a brief introduction to frame the debate that was around this scenario, and then a short reminder on issues of malnutrition, overnutrition, and subnutrition. Today, we're seeing an increasing prevalence of overweight people and obese people, including in developing countries especially, and also rapid development of food-based chronic diseases, cardiovascular, type 2 diabetes, cancer. Overweight and obesity prevalence have increased by 30% over the past 30 years, leading to a country with 2.1 million obese or overweight people, including 675 million obese. These evolutions are the consequence of an unprecedented nutritional transition that affected developed countries and emerging countries, and that is rapidly expanding to low-income countries. It's translated by the diffusion of ultra-transformed, ultra-processed products, sodas, and an increasing increase of animal-based products. Undernourishment is also at high. There's still high levels in many regions, including South Asia and Sub-Saharan Africa. It affects essentially rural populations, but now increasingly urban populations. So these dynamics raise double burden issues within the same regions. Undernourishment and overnourishment. So 5 scenarios were imagined by Agrimonde that shed different lights on the issue of food security. So the metropolization scenario with development of modern value chains based on transnational companies, big retail, and it looks at the effects of massive sale of ultra-processed products on health with an increasing
an increasing prevalence of overnourishment issues. So this scenario also has an increase in incomes in a context of significant economic development. But because of growing inequalities, urban, rural poverty and so on, this could also lead to adverse effects on undernourishment. The healthy scenario proposes is based on diversified food intake with higher consumption of fruits and vegetables, secondary grains, lower consumption of vegetable oils, sugar, and animal-based products. So this diversification occurs differently in different countries, and it reduces both over and undernourishment. The regional scenario could make it possible to stabilize undernourishment based on traditional diets, but it would have ambivalent and complex effects on undernourishment because these diets often are not diversified enough in some countries and lead to shortages in animal-based proteins. The community scenario could improve incomes. The community scenario, now leads by definition, since it's a crisis development, increasing in undernourishment. But in this scenario, food safety depends directly on the organization of communities. So it will depend on the power relationship within communities, within groups, it depends on governance of the community. Food safety relies on the implementation of agroecology, diversifying crops that could possibly reduce undernourishment in these regions. To conclude my presentation, a few things that show the diversity of the multiple drivers of food security and nutritional security and its evolution in the future. So the first one is the evolution of food chain, then the evolution of dynamic of the availability of food. The third one is the modalities of rural and urban transformation that has direct effect on access, on households' incomes, and finally, the types of products consumed and their relationship with agricultural systems. Thank you very much for this introduction. Jean-Luc, François, I presented you. Now let's hear your introduction. Thank you very much. I first would like to react on what was just said. A prospective exercise on agriculture. If you consider that farming is not just a technical subject that has to do with production volume or an economic things, but it is a way to develop a society model, then you need to involve more than just economists. And in many countries where the AFD works, not OECD, countries. The agriculture is first and foremost based on society. 50 or 70% of people live in rural areas in these countries, and their societies, their cosmology is organized around farming. So, suggesting disruptions in agriculture means suggesting disruptions in society at large. So it's a little more complex than what you can do with macro scenarios.
such as those that were being presented today. I really insist on this because, I mean, you could look at it in political economics, but it's very often much deeper than this. We should never forget who we're talking about. You can't deal with agriculture in the same fashion in Haiti, in Colombia, or in Myanmar, because it's what provides the structure for society, from family to government, you know. So next, it would be interesting to start a discussion based on scenarios such as those proposed by Monteiro, as long as we humans are very aware that we need to have a disruption from historical pathways of our societies, our inequalities, our consumption modes. The past year, in 2015, we have adopted Sustainable Development Objectives. It's an irritatingly long list, but this means that there's a new project that needs to be built everywhere, across the board, with real disruption, and there is a climate agenda. We know that even the medium scenario will not occur, so we need to change. If we do a foresight exercise by continuing the current trends with minor infections, we're not at all being realistic. So the idea is, can we imagine disruptions? If we turn to communities, traditions, and so on and so forth, introducing disruptions is extremely challenging. So this is why we are faced to a wall. So the real challenge, as was said before, well, you need to have a macro approach at one point. If you need to have a public policy to introduce change, at least at national level. In some regions, moving from, I mean, you always need to move to a smaller scale because you need to have the buy-in by the real players in the field. Along with Cirad, we supported 2 foresight scenarios in 2 areas, in Madagascar and Ségou in Mali. If you bring stakeholders together and you make sure, as you said, to have a panel that's well balanced and leave enough time for everybody to speak freely, you can be sure that the subjects won't be the same as Monteiro discusses. They discuss security, water, transport. It's not how I'm going to farm my field that comes up as a subject. So how are you going to combine this approach with a disruption scenario at global level? I don't know. But it will only happen through public policy. And politicians have a short-term agenda. So no disruption will occur unless we have solutions that bring well-being at very short term in rural areas. I'm just back from Haiti, and proposing to plant forest in the country is completely unrealistic unless you tell farmers that they will be able to derive income from forests. And what type of forest? That's a different issue. And I'm moving away from your topics because we, professionals of agronomics and so on, tend to think that si le maire de New York n'arrive pas à avoir gain de cause contre Coca-Cola, c'est pas le problème New York cannot win over Coca-Cola. It's not the farmers' fault because they produce sugar. I mean, we shouldn't confuse everything. Just saying that we, as farmers, are responsible of undernourishment. It's not the farmers' fault.
they're poor, and that's why they're hungry. We should not think that we're accountable for everything. So I believe that the 3 or 4 drivers of political decision today in the countries where we are working are it's less and less food security, food sovereignty, but it's increasingly trade balance. What considering my wealth, my natural wealth, what can I produce that produces the most value and that creates the most, the highest number of jobs? And there's one aspect that has been tackled very well in the prospect of the demand in animal-based proteins. We should never underestimate the huge potential of aquaculture and fish breeding. So this, it could be a real driver. And there's an issue that was mentioned that is key. Land tenure, but we really have to distinguish between 2 different things. There's first the structure of farms. You know, the first thing, if you want to people to live better, one thing is really important: there's the size of the farm that can sustain a living. Then second, you have to make a difference between exploiting the right to exploit a land and land tenure. Indeed, when there are historic rights on land that we need to recognize, but that's not to say that recognizing historic rights of communities generates agriculture. That is not the case. Sometimes you have local powers that get lands, get rights over land. They're not doing anything, and this, you know, leaves young people without any land, and it creates dramatic and catastrophic situations. Sometimes they're, you know, they have this logic of black economic empowerment, this movement. So you really have to make this difference. You know, the right to exploit land is more important than ownership, land ownership. Then a very important thing is land use. Land use is an entirely different thing. How are we going to have landscapes at different scales, from, you know, the community to the national scale, that protect the ecosystemic functions of nature, respecting and meeting ecological functions? And that's clearly a problem, for example, in the Paris Basin. It can also be a problem in other countries. I don't make a distinction between agroecology and reasoned ecologic intensification. That's, I mean, we need to clarify this, but we need to be a lot more accurate. For OECD countries, it can be about moving from an equivalent yield or an equivalent net margin, moving from there to a more agroecologic system with less synthesis molecules. And, but in the countries where we're working, it's about intensifying the agriculture, increasing yields. We have to do this in a very reasoned way. We have to clearly distinguish between synthesis molecules, pesticides, antibiotics, on the one hand, and land fertility and soil fertility. And the #1 problem in the countries where we are working is soil fertility. We have to explain constantly, you know, in the dialogue we have with our public opinion in the North, people who criticize the Green Revolution in the North, but you have to... it's a mixed bag. There are good things and bad things, and all this can be meaningful only if we can have a public policy. And in the countries that I'm working with,
not all countries can afford to carry out a public policy. Well, Morocco clearly is one of them. Tunisia, too. Et qui est relayé, j'espère, aujourd'hui par le Sinagri et les autres acteurs qui sont là. Mais il y en a beaucoup d'autres où il y a many more countries. On considère, because de façon générale, they consider that there's no need for it. You know, there's no policy for farming prices. That's the whole issue of what society is ready to pay to have a different type of production. There is no policy to support farmers. Thank you very much for this advocacy, Jean-Luc, François. Carlos Monteiro, professeur département Carlos Monteiro, of Sao Paulo. Vous êtes chercheur en nutrition in Sao Paulo. You're la qualité des produits specializing in nutritional transition, quality of food products and the characteristics, the features of this transition. You're going to tell us about healthy diets and balanced diet. I do understand French, but I will speak in English. Mon intervention va être très précise. Like this, so we can hear you. Okay. So my intervention will be very specific. I want to talk about policies to avoid the first scenario, politiques publiques qui vont permettre d'éviter le premier scénario, c'est-à-dire celui des régimes dominés par des aliments ultra transformés. Mais avant cela, je voudrais faire deux remarques sur la qualité du rapport. Je crois que c'est une qualité exceptionnelle et j'apprécie particulièrement deux aspects qui ne sont pas fréquents dans des rapports comme celui-ci. Le premier est l'idée selon laquelle la transition des régimes n'est pas un phénomène naturel. Ce n'est pas comme le vieillissement. C'était quelque chose sur lequel on peut qui peut en fait inclure différents scénarios. Donc en fait, on peut choisir où nous voulons aller. Donc ça, c'est très très clair dans les différents scénarios que propose cet exercice. Le deuxième aspect est de reconnaître que pour comprendre la transition des régimes actuels que connaît le monde actuellement, il faut comprendre la transformation alimentaire. Il ne faut pas simplement se contenter de diviser les aliments transformés et non transformés, c'est totalement inutile. Mais il y a un type de traitement, de transformation de l'alimentation qui crée plus de problèmes que de solutions. Donc, maintenant, avec la création des aliments ultra transformés, la contribution de l'industrie agroalimentaire est devenue très négative. Et le fait que le rapport utilise ce concept d'aliments ultra transformés est très important. Une observation sur le premier scénario. Il y a deux possibilités à l'intérieur. Donc la métropolisation augmenterait la consommation d'aliments ultra transformés et la métropolisation qui entraînerait la consommation d'aliments carnés. Et quand on voit la transition des régimes alimentaires dans beaucoup de pays, on voit un troisième scénario qui est encore pire que ces deux-là, qui combine l'augmentation de la consommation d'aliments ultra transformés et l'augmentation de la consommation de produits d'origine animale. Et en fait, les aliments ultra transformés contiennent beaucoup de sucre, d'amidon, d'huile végétale. Ils comprennent aussi parfois des aliments végétaux. Mais pour comprendre en fait, l'alimentation, il faut comprendre l'ensemble. En fait, on ne choisit pas des aliments un par un. Les gens choisissent un groupe d'aliments. Et donc, dans nos études, nous montrons que quand les gens préfèrent dans leur régime avoir plus d'aliments ultra transformés, ce qu'ils font avec l'autre partie non ultra transformée, eh bien, c'est qu'ils ajoutent encore plus d'aliments d'origine animale. En fait, il y a une raison, c'est que les aliments ultra transformés sont plus faciles, il n'y a rien à préparer, il n'y a pas besoin de faire la cuisine. Et pour cette raison, les ménages qui sont habitués à consommer beaucoup d'aliments ultra transformés, quand ils préparent des aliments non transformés, eh bien, ils préfèrent la viande, le lait, les fruits, parfois des choses qui ne requièrent pas d'être
longuement cuisinés. Donc, il y a beaucoup de chances que dans de nombreux pays, si on ne fait rien, il y aura une augmentation de la consommation d'aliments ultra-transformés et aussi de produits d'origine animale. Et donc ça, ce serait surtout pour les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Mais pourquoi s'inquiéter des aliments ultra-transformés? C'est en fait notre groupe qui a développé le concept d'aliments ultra-transformés. En fait, ce sont des aliments qui sont produits en détruisant d'autres aliments. En fait, les aliments ultra-transformés sont des assemblages de plusieurs composants d'aliments entiers. Et donc, en fait, il faut détruire d'autres aliments. Donc, en fait, il y a un effet amplificateur de la consommation qui est très négatif. Nous avons donc publié un grand nombre d'études dans différents pays qui montrent que dans tous les pays, jusqu'à présent, quand on compare le groupe des aliments ultra-transformés qui sont consommés dans ce pays avec le reste du régime, les inconvénients de ces aliments ultra-transformés sont très très clairs. Moins de fibres, moins de protéines, moins d'eau, plus de graisses saturées, plus de sucre, moins de minéraux. Donc, il ne s'agit pas uniquement des risques d'obésité, de diabète et de maladies chroniques, mais de déficience alimentaire. Donc les aliments ultra-transformés ont un impact très négatif sur le régime alimentaire. Et puis il y a aussi des éléments factuels qui montrent que la consommation accrue d'aliments ultra-transformés est associée à l'obésité, le diabète et d'autres maladies chroniques. Nous avons une multitude de raisons de ne pas aimer ces aliments ultra-transformés. Mais quelle politique, Comment pouvons-nous aller vers ce scénario sain ou régional? Pour le comprendre, il faut comprendre quels sont les déterminants de la consommation accrue d'aliments ultra-transformés. J'en identifie 4. Premièrement, le prix. Ces produits tendent à être moins chers que la vraie nourriture, l'alimentation traditionnelle. Alors pourquoi sont-ils moins chers? Parce qu'ils sont fabriqués avec seulement quelques foods like corn, like soy, like sugar cane. Le maïs, le soja, le sucre de canne. Et donc les ingrédients des éléments, des aliments ultra-transformés en fait sont très peu chers. C'est pour ça que c'est un secteur très rentable parce qu'en fait on ajoute de la valeur. Profits from these products. Il y a plus de valeur ajoutée. Relatively, they tend to cost less. Donc, they are very convenient. You don't need to cook to prepare. Ils sont très pratiques. Third, pas de préparation et de cuisson. They are hyper palatable. Deuxièmement, ils sont très séduisants. Ils sont hyper ils sont flatteurs pour le palais. Hyper bons. How you achieve hyper palatability or high attractiveness of these products? Comment est-ce qu'on fait pour que ces produits soient aussi plaisants? In general, you need expensive ingredients to make something delicious. Quand on fait de la cuisine, il faut employer de bons ingrédients qui sont chers. Mais l'industrie est capable de transformer des amidons, des sucres et des huiles végétales en produits délicieux avec des technologies modernes, essentiellement avec les additifs. Est-ce que délicieux? Est-ce que tout le monde trouve que c'est délicieux ou est-ce que c'est culturel? Il y a des choses que je trouve délicieuses et que les Français ne trouvent pas bon du tout. Les Américains aussi n'aiment pas tous la même chose. Délicieux, je suis sûr qu'en Afrique, il y a des choses que vous n'avez pas les mêmes. Hyper palatable, artificially hyper palatable, because delicious, you are right. I should put in quotes delicious, right? Because they have a cultural meaning. But in any case, with additives in the past were used to prolong duration of food. The role of additives today is different. Is to give to products that would be very donner à des produits qui seraient very sans aucun intérêt products by using colorants, flavors,
une valeur attractive avec des colorants, des stabilisants des agents de texture. Les additifs donc permettent à l'industrie agroalimentaire de transformer des ingrédients très bon marché en quelque chose que les gens aiment manger. Alors donc, ça c'est le troisième facteur. Le quatrième facteur c'est le marketing. In any country agressif. of the world, I mean, if you do a brief study on the advertisement in TVs, which are very expensive, you see that you have telephone companies, car companies, maybe some banks, and then the food industry. And the food, not all the food industry, but the food industry that produce ultra-processed foods. And how this is possible? Because the products are very profitable. And today, you only can use modern techniques of marketing if you have big profits, and big profits are associated with ultra-processed foods. Considering these four drivers, what would be the policies necessary? First one, taxes, fiscal policies. And for every example that I'll give you here from policies to avoid increasing consumption of ultra-processed foods, we do have countries that are practicing this policy. So taxation, fiscal policies. Mexico is the most recent example of taxation of part of ultra-processed foods, but in other countries we find this also. Second, food procurement policies. So in several countries, and this is particularly true for low and middle income countries, part of the purchase of foods are made by the state, by the governments, by public programs. So if you use food procurement strategies to stimulate the production of real foods, minimally processed foods, you can interfere in this balance. In Brazil, we have a very nice example of a national school meal program, which requires that public funds used to buy foods to the schools. They should buy foods from real foods, preferably from family farmers. So you can use this too. The third intervention, important policy, is review the legislation on additives. So the who rules the legislation on additives? It's Codex. Codex is the United Nations. So in theory, the countries could go to the Codex meeting and require that these modern additives, these flavors, and because in the past we were concerned with additives and cancer, but today with additives, what you do is overfeeding. So by using additives, you fool the organism. So the organism is stimulated to consume more. So then additives should be, the legislation around additives should be reviewed. The problem is that the representatives of the countries that go to these meetings, they defend the interest of the industry. They don't defend the interest of the population. The fourth intervention or policy will be review of marketing regulation. So again here, in terms of additives, we don't have any country that made any progress because this depends on Codex. But the marketing regulation, then you have several examples. In France, I mean, there's good regulation in terms of marketing. In Chile now, they have a very interesting new regulation. So a few countries are moving the right direction. And finally, my final point is that countries need urgently review their national dietary guidelines. The national dietary guidelines, until the present, are almost useless because they are confused. I mean, they are based on nutrients. They recommend people not to consume too much saturated fat or avoid sodium. So they don't say they don't have clear messages. So the clear message should be the promotion, the valuing of traditional dietary guidelines, and again, traditional dietary patterns. And this is applicable, again, particularly to low and middle income countries, which still have traditional dietary patterns practiced by the population. So these dietary guidelines must protect traditional dietary patterns because they are much superior than the new dietary patterns based on ultra-processed foods. And again, we have some countries that are reviewing that dietary guidelines. And well, to summarize, I think with these policies that I suggest, I think we can avoid the first scenario and we can probably
stimulate the scenario of healthy diet or the regional scenario. Thank you. Thank you. It was very interesting. Thank you very much indeed. Obrigado. Stéphane Parmentier, your policy advisor on food and agriculture for Oxfam-Solidarité à Bruxelles. Donc, c'est une ONG internationale qui est assez connue, je pense. Est-ce que vous avez fait partie du Scenario Advisory Committee, donc je pense que vous allez nous parler de ça, ou quelques propos introductif en tout cas. Oui, deux petites remarques préliminaires. Je m'exprime aussi au nom d'Antonio Onorati, d'une ONG italienne qui s'appelle Crocevia, qui faisait aussi partie du comité des scénarios. On s'est un petit peu concerté en discutant un peu sur quels étaient un peu les messages clés qu'on voulait un peu mettre en avant. Deuxième remarque préliminaire, c'est que je voulais quand même aussi le souligner, mais ça a déjà été fait par d'autres. Félicitations à l'équipe Agrimentera, Cirad, Inra pour le travail qui a été fait, parce que c'est un travail assez colossal. Et autant, en tant que représentant de société civile, je ne peux être que enthousiaste à l'idée de dire d'autres exercices prospectifs pourraient intégrer des aspects de politique, de gouvernance, etc., parce que c'est là-dessus qu'on travaille au quotidien. Autant il faut se rendre compte de l'ampleur du boulot qui a été fait, et peut-être à qu'un an de plus on aurait pu le faire, mais je pense qu'avec le temps imparti, c'est un travail assez conséquent. Je voudrais faire rapidement 8 points. Si je suis trop long, vous me coupez. Bon, les 3 premiers vont être assez brefs parce que c'est pas la peine d'y passer trop de temps. D'autres intervenants ont déjà souligné. Premier point, c'est de rappeler en guise de préliminaire combien la lutte pour la sécurité alimentaire va de pair avec la lutte contre la pauvreté, en particulier la pauvreté rurale. Il faut garder, je pense, c'est toujours très important comme fil rouge, que sur les à peu près 800 millions de personnes sous-alimentées, la majeure partie, ce sont bien des personnes qui dépendent directement ou indirectement de l'agriculture, en tout cas en partie, pour assurer leurs moyens de subsistance. Donc ça veut dire que quand on cherche à adresser les questions de sécurité alimentaire, il faut rester conséquent tout au long du processus avec ce public cible-là. Deuxième remarque, c'est que on est ici dans un panel pour discuter de sécurité alimentaire, mais je pense que c'est important de rappeler que ce qu'il faut promouvoir, c'est bien des approches holistiques, donc qui permettent d'adresser l'ensemble des défis majeurs en termes de transition vers des systèmes agricoles et alimentaires plus durables, et qu'en fait on ne peut pas raisonner en silo, de manière isolée, en se focalisant uniquement sur sécurité alimentaire de façon étroite, ou sur changement climatique, ou sur préservation des ressources naturelles, etc., renforcement des droits des femmes, etc., etc. Il faut privilégier des approches qui, au niveau global, permettent de faire un peu la synthèse de tout ça, d'adresser l'ensemble de ces enjeux, à la fois parce que tous ces enjeux sont très importants, mais aussi parce que tout est dans tout. On a bien vu les impasses du modèle agro-industriel des dernières décennies montrent bien combien, par exemple, se focaliser uniquement sur des objectifs de croissance, de rendement à court terme, nous amène un peu droit dans le mur en termes de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité ou de changement climatique, par exemple. Troisième point, c'est sur l'accès à la terre, la gouvernance foncière. Là aussi, je ne vais pas passer beaucoup de temps parce que ça a déjà été souligné par de nombreux intervenants, Michael Taylor notamment, d'autres également. Mais c'est de fait absolument crucial, vital, de pouvoir garantir cet accès à la terre, sécuriser les droits fonciers, en particulier pour les groupes faibles, vulnérables, marginalisés sur le terrain, qui dépendent de la terre et des ressources naturelles liées pour assurer l'ensemble de leurs moyens de subsistance et entre autres pour garantir leur sécurité alimentaire. Quatrième point, je pense que c'est un message fort qui est peut-être une des premières valeurs ajoutées je pense, de l'étude prospective pour moi de Agrimentera, même si ça en soi, ce n'est pas novateur, parce que c'est dans le sens d'autres exercices qui ont été faits, mais avec une méthodologie qui est affinée, qui est plus poussée, qui va, je pense, plus loin
Donc en termes de scénario d'usage des terres, etc., et dans la compréhension des drivers, de changement d'affectation, d'utilisation des terres, c'est que clairement le business as usual option du modèle agro-industriel dominant actuel, c'est vraiment absolument pas viable. Ça nous conduit déjà à des impasses aujourd'hui avec les 800 millions de personnes qui souffrent de la faim et autres. À plus forte raison, pour 2050, c'est absolument pas une solution pour garantir la sécurité alimentaire des populations et répondre à l'ensemble des enjeux. Donc c'est un exercice de plus qui permet d'affiner un peu ce constat et d'envoyer un électrochoc aux décideurs en disant il est temps de, et à l'ensemble des acteurs, tous les acteurs ont une part de responsabilité là-dedans, mais prioritairement aux décideurs politiques, pour dire il est temps de prendre le taureau par les cornes, d'adresser le problème frontalement et d'arrêter de tergiverser. Et pour politiser un petit peu plus le débat, si je parle de l'expérience que j'ai par exemple au sein du comité de sécurité alimentaire, où je fournis du travail, disons, de soutien avec d'autres ONG à des mouvements sociaux pour négocier avec les gouvernements des décisions qui sont pertinentes en matière de sécurité alimentaire et qui après doivent être mises en œuvre, dont les directives pour la gouvernance foncière responsable auxquelles Michael Taylor a fait allusion plus tôt cet après-midi. C'est assez systématique et très symptomatique de constater qu'en gros, je pense, pour moi, c'est assez révélateur un peu de deux grandes tendances dans les débats internationaux, mais aussi, je pense, à l'échelle régionale ou même à l'échelle nationale. C'est qu'on sent bien que autant tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut quelque part un changement assez radical de paradigme, en tout cas dans le discours, autant dans les faits, en termes d'approche privilégiée, on sent bien qu'il y a une forte tension entre, grosso modo, les tenants d'un modèle qui sont soucieux qui sont ceux, en fait, qui sont les acteurs, pour leur dire de manière, au risque de paraître un petit peu de logique, mais des acteurs qui bénéficient, qui objectivement, qui tirent bénéfice du système agro-industriel dominant actuel et dont l'objectif prioritaire est de pouvoir pérenniser, consolider ce modèle en faisant bien sûr les réaménagements nécessaires pour le faire. Versus une option qui, elle, est beaucoup plus d'induire un changement radical de paradigme et qui se traduit très fort dans les débats internationaux par le plaidoyer en faveur de transition agroécologique. Pour préciser de quoi on parle en termes de transition agroécologique, l'agroécologie du point de vue des mouvements sociaux qui ont précisé un peu leur vision lors d'un forum international au centre Nieleni l'année passée, en mars 2015, au Mali. Ça n'est pas un ensemble de pratiques considérées comme solution miracle qui suffirait d'identifier une fois pour toutes et qu'on pourrait utiliser de manière très top-down en se déplaçant d'un pays à l'autre, d'une sous-région à l'autre, en disant voilà les solutions miracles pour préserver davantage la biodiversité, etc., lutter contre le changement climatique, appliquez-les et tout ira mieux dans le meilleur des mondes pour tout le monde. L'agroécologie, en termes d'approche agricole et même progressivement de système alimentaire, plus largement au-delà du seul secteur agricole, c'est beaucoup plus une méthode, un processus holistique de transition qui en fait nous donne des clés pour opérer des transitions qui nous donnent un maximum de chances en fait d'améliorer le mieux possible, d'obtenir les meilleurs gains possibles en matière d'amélioration de la durabilité en prenant en compte les enjeux spécifiques de chaque contexte, ce qui va se traduire par des solutions techniques toujours différentes d'un contexte à l'autre. Et donc, les mouvements sociaux qui plaident très fort pour ça, ils plaident vraiment pour une refonte assez radicale de l'approche à privilégier en termes de transition, en privilégiant des systèmes de fait qui se basent sur l'agroécologie en tant que, cette fois-ci, que discipline scientifique qui, basiquement, est un peu la science de l'agriculture et de plus en plus des systèmes alimentaires durables, même si là, c'est vraiment en pleine construction, et qui, en fait, a théorisé ces fameux principes agroécologiques qu'on peut interpréter comme
des conditions d'amélioration de la durabilité, qui sont les fameux, à commencer par les fameux principes historiques que des gens comme Altieri, etc., ont mis en évidence, et qui mettent en évidence, qui ont théorisé, formalisé les conditions clés pour améliorer la durabilité. Ces conditions sont universelles, mais évidemment, elles se concrétisent dans des solutions techniques toujours différentes. Et donc, ce que les mouvements sociaux essaient de faire, c'est de dire qu'il faut être radical dans l'ambition et il faut éviter de tomber dans un jeu, quand on voit la dynamique d'acteurs en présence, où on se contenterait de faire quelques aménagements de surface. Et donc là, je voudrais faire le lien avec ce que Jean-Luc François mettait en évidence pour l'intensification durable et d'un côté l'agroécologie. Autant je suis complètement d'accord sur le fait qu'il ne faut pas jouer en soi sur les mots, ce qui compte c'est ce qu'on met vraiment derrière sur le terrain. Autant il faut aussi être conscient, dans des enceintes, par exemple, comme le comité de sécurité alimentaire, que de manière assez systématique, il y a une opposition qui se cristallise sur ces approches, ces paradigmes généraux, que ce n'est pas un hasard si chaque fois que la société civile s'exprime, les mouvements sociaux, pour dire on veut faire reconnaître l'agroécologie dans tel texte qu'on est en train de négocier avec les gouvernements, si de manière systématique, juste après ça, les représentants de firmes agrochimiques lèvent la main en demandant, puisqu'on fait référence à l'agroécologie, incluons tout de suite l'intensification durable. Je pense qu'il faut être réaliste, ne pas être naïf et rester connecté et lucide sur la réalité des rapports de force en présence. Après, je pense que ce qu'il faut faire, c'est privilégier des processus de transition qui soient très ambitieux, encore une fois, en termes de marge de manœuvre, mais qui, bien sûr, ne vont pas se traduire dans des situations concrètes par le fait de dire de manière idéologique et radicale, dans tous les contextes, on va se passer d'intrants chimiques. L'agroécologie ne dit pas ça, par exemple. Alors, en lien avec ça, sur intensification durable et agroécologie, je voudrais juste apporter 2 ou 3 éléments peut-être de bémol ou de complément, de mise un peu en perspective de certains constats qui ont été faits ce matin. Bon, je pense que ce n'est pas une lacune pour moi de l'exercice de prospective, parce qu'en fait, l'exercice est basé sur les données quantitatives existantes, et il se fait que ces données sont limitées, et on fait avec ce qu'on a. Mais au sein du comité des scénarios, on a relevé une série de limites dans la quantification du fait de dire un scénario de transition agroécologique, de l'agroécologie, va impliquer, je pense que c'était un chiffre de moins 7% d'ici 2050 de surface de forêt, versus un scénario où l'intensification durable permettrait une baisse simplement de 1,5%. Il y a certaines limites méthodologiques dans ce calcul, qui sont entre autres le fait que dans les estimations de réduction de rendement, on a assimilé l'agroécologie à l'agriculture bio. Or, ça n'est pas la même chose. Le fait est qu'on n'a pas de chiffres, évidemment, pour simuler de manière crédible et fiable les estimations de croissance de rendement et de productivité de la terre pour les approches agroécologiques, parce que ça touche à une telle diversité d'approches et parce que ça concerne des processus de transition et pas un catalogue de techniques, qui fait qu'évidemment c'est compliqué. Deuxième élément, on a considéré que en termes de multicropping, de culture mixte, il y avait un même taux ou une même propension à recourir à ces systèmes mixtes en intensification durable, donc en agriculture plutôt conventionnelle, disons verdie, si je caricature un petit peu, mais c'est un peu ça la logique, versus des processus de transition agroécologique, alors que selon moi, d'un point de vue qualitatif, l'agroécologie insiste quand même beaucoup plus, ouvre beaucoup plus la porte au multicropping que ce n'est le cas dans des systèmes, au départ quand même d'agriculture conventionnelle. Troisièmement, reste aussi la question de l'agroforesterie, qui évidemment permet à la fois de cultiver mais sans déforester,
Et que là encore, on n'a pas de données quantitatives pour voir à large échelle dans quelle mesure ça peut, quel est le potentiel de développement de l'agroforesterie. Je pense que si on intégrait tout ça, si on avait les données quantitatives pour le faire, je soupçonne, mais c'est un pur point de vue personnel, qu'on n'aurait pas ces chiffres-là. À côté de ça, je pense qu'il faut aussi mettre les choses en perspective, en élargissant évidemment à l'ensemble des fonctions, qui ne sont pas seulement les croissances de rendement, mais qui sont les services écosystémiques, les fonctions écosystémiques, je veux dire le capital social, le renforcement des droits des femmes, dans quelle mesure on est capable d'adresser la question des rapports de force, ce qui dans le mouvement de l'agroécologie, puisque l'agroécologie c'est aussi un mouvement social et politique, est très fort présent, alors que ces aspects plus politiques qui sont pourtant centraux dans la question de la gouvernance des systèmes agricoles alimentaires sont absents d'une approche, disons, plus conventionnelle en termes d'intensification durable. Et enfin, dernier point, oui, pour m'arrêter là, je voudrais dire sur la question des, disons, de la logique multi-acteurs, qui de fait est très importante pour promouvoir des solutions réalistes, crédibles, et on se donne vraiment les moyens à large échelle d'opérer ces transitions avec succès. Il faut rester, je pense, bien conscient de ces rapports de force. Et je pense qu'il faut être vigilant à ne pas trop vite non plus tomber dans une logique multi-acteurs où on dirait simplement on rassemble juste tous les acteurs avec l'idée que tout le monde va se mettre d'accord en bonne intelligence. Mais il y a des rapports de force qui sont tels que certains acteurs en écrasent parfois certains autres, que l'État, les pouvoirs publics ont un rôle très important à jouer pour réguler ces échanges-là. Et que donc tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité non plus là-dedans. Il y a des gens qui sont affectés, dont les droits fondamentaux sont violés, etc. D'autres qui violent ces droits, et donc il faut aussi faire attention à la manière dont on l'articule dans la pratique. Je m'arrête là, j'aurai un autre point, mais sur lequel je reviendrai peut-être plus tard dans le débat. Ok, parfait, merci beaucoup. Alors, last but by no means least, nous avons Augustin Wambo Yamdjeu, NEPAD's Comprehensive Africa Agriculture Development Programme de Johannesburg. Alors évidemment, on a parlé beaucoup de l'Afrique. Augustin Wambo Yamdjeu, directeur programme de l'Union africaine dans le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Quels sont vos propos introductifs de cette table ronde qui what word of introduction would you like to say merci beaucoup, Alex. For this panel discussion, which je suis très content parce que vous avez réussi à prononcer mon nom exactement comme moi je le souhaite. Thank you so much for pronouncing my name right. Les gens y parviennent. Je vais peut-être venir en Afrique, parce que je suis plus européen. Okay, now that I'm no longer European, I might move to Africa. Vous êtes la bienvenue. Welcome. Bon, en tout cas, j'aimerais tout d'abord remercier l'Inra, le Cirad, de cette opportunité qui est offerte au NEPAD, l'agence NEPAD, pour pouvoir prendre la parole et réagir face à un travail qui, de notre point de vue, est de très grande qualité. J'aimerais signaler également que mon patron qui a été invité n'a pas pu venir, donc je prends la parole en son nom. Il a exprimé beaucoup d'intérêt. J'ai discuté avec lui et ça l'a beaucoup intéressé de savoir qu'on pouvait être associé à une conversation d'une telle portée. Donc, quelques éléments rapidement pour situer mon intervention. D'abord, je suis très étonné de certaines contributions qui m'ont semblé un peu excessif pour un travail qui commence, qui brasse assez large et qui traite des questions extrêmement pointues. De deux, je ne crois pas qu'on puisse se permettre de contester la qualité pointue du travail, tout simplement parce que c'est réservé à un groupe d'experts. Je crois que le travail de prospective, ce n'est pas quelque chose de très simple, même si je suis d'avis qu'il faut remettre les acteurs au centre de tout ce qu'on fait comme effort. De là à penser que les acteurs eux-mêmes auront l'expertise pour faire de prospective me semble un peu excessif. Maintenant, je trouve très intéressant que la question sur l'analyse en termes économiques politiques soit revenue plusieurs fois dans les interventions. C'est peut-être vrai pour l'instant que le travail n'a pas suffisamment
fait ressortir cet aspect-là, mais je crois qu'avec ce qu'on a compris des uns et des autres, ça fait sens. Et ça nous intéresse particulièrement parce que nous sommes une institution un peu spéciale. Nous avons un mandat très politique qui fait que tout ce que nous disons doit être extrêmement mesuré. Nous avons affaire à des États qui sont souverains. Et les questions qui sont traitées ici, que ce soit de la sécurité alimentaire ou bien de l'accès à la terre, ou alors le droit de s'en servir, sont des questions extrêmement politiques. Donc ça nous intéresserait de resituer un peu cette discussion en montrant que nous avons appris les leçons des événements de 2007 et 2008. Nous avons vu des émeutes de la faim un peu partout en Afrique et un peu aussi à travers le monde. Est-ce que nous avons appris suffisamment de leçons de ces événements qui puissent aider à informer les orientations que nous essayons de faire ou alors les projections sur un thème beaucoup plus long que nous essayons de faire? J'aimerais intervenir également sur la question de rupture. Dans quelle mesure les ruptures doivent être vraiment brutales? Essayons de parler des ruptures en allant en Afrique de l'Ouest et en touchant du doigt la réalité des éleveurs qui sont en majorité transhumants. Essayez de leur expliquer que le modèle qu'ils utilisent aujourd'hui n'est pas un modèle résilient, ou alors que le modèle ne peut pas tenir au regard des contraintes liées, des contraintes que nous impose le changement climatique. Ils vont vous faire comprendre que l'élevage, pour eux, va au-delà d'une activité économique et commerciale. C'est carrément un modèle de vie. Quand vous commencez à vouloir appuyer sur le bouton pour rompre cet équilibre-là, vous soulevez d'autres questions que peut-être un simple modèle ne pourrait pas résoudre. Donc, c'est des questions extrêmement compliquées. Si vous intégrez cette dimension résistance, tradition séculaire. J'ai entendu le collègue de la Tunisie tout à l'heure parler de l'huile d'olive qui est produite en Tunisie depuis des millénaires, qui aujourd'hui souffre de la concurrence que lui font l'huile de soja et autres produits. Essayez de parler de l'élevage en Afrique de l'Ouest en espérant que les gens vont vous laisser faire exactement, tout simplement parce que vous avez préparé un modèle très stylisé, très intéressant a priori. Ils vont vous dire non, c'est pas comme ça. Raison pour laquelle, pour faire avancer un peu la discussion et affiner le travail de recherche, ce serait bien que la recherche engage les acteurs qui devraient être au centre de cette conversation. Ça ne voudrait pas dire, comme j'ai cru comprendre de certains, que les agriculteurs eux-mêmes devraient faire l'exercice de prospective et de modélisation. Mais en les associant à la discussion, on apprend énormément des remontées de terrain et ça permet de mieux orienter le message. Parlant du message, je me permets de dire que pour que tout ce que nous faisons puisse avoir du sens, il serait intéressant, étant donné que nous sommes tous conscients du fait que communiquer les résultats de recherche, ce n'est pas la principale force des chercheurs. Il serait très bien, il me semble, qu'un effort spécial soit fait pour que des institutions comme les nôtres puissent contribuer à faire le packaging de ces messages-là en fonction des publics cibles. Par exemple, si vous vous adressez à des politiques, si vous vous adressez à des organisations de producteurs, si vous vous adressez à la société civile, il y a pas mal de précautions à prendre en fonction de l'interlocuteur ou bien de l'audience que vous avez en face de vous. Il y a un calibrage qui devrait être fait. Donc, nous sommes ouverts à collaborer avec cette équipe par rapport à cet effort. J'aimerais également regarder, I also would like to listen l'avis du comité des scénarios. The scenarios committee about one specific scenario. Operations return of migrants. I can't remember exactly what the wording was, but it's about moving people from urban areas back to rural areas. So this isn't entirely new.
return migration, it was called. I would like to know if in your foresight exercise you have thought about the ways to support this dynamic. I come from a continent where concerns that have to do with rapid urbanization mean that if we don't act now, we'll be overwhelmed before long, and we should try and avoid this overheat in urban areas. So I would like to use this opportunity to express my satisfaction about the density of the research program. And I'd like to see how this effort could be connected with a program that we in our agency have called Rural Futures. And we'd like to have, we have a very close collaboration with AFD and a number of French entities, including Cirad. And I would like to see how this work could help reinforce the think tank dimension of NEPAD. For the question of the future of agriculture, of land, and of land use. So this is a call that I'm launching now, because we in NEPAD would like to continue this conversation, maybe not in this forum. There were several questions that were raised. I'd like to come back on the issue of disruption. It was said that we need to encourage disruption in order to avoid and avoid cosmetic measures. It's not what Jean-Luc François used, but let's take a look at access to land. In West Africa, our countries resisted a lot against this call for them to legislate regionally for land access. Are they ready to hear about disruption? I mean, they tend to say that the land issue is too complex to have a region-based legislation. You just said that only regional legislation can attract investment from abroad. Accepting to it would really require from a major disruption from them to accept region-based legislation. So is this disruption possible, and if yes, how deep should this disruption be to justify radical action? And finally, I'd like to say something about I said that we needed to have all stakeholders involved in this debate, which I believe is very, very relevant, but we need to have a good anchor at territorial level. This is not an exercise that we can do in a laboratory in a controlled environment. It's something that must be anchored in the field. I was very interested by your views, and I think that this is the right direction for our work. So I'm launching a call to the organizers, the decision makers in Inra and Cirad, so as to continue this debate, maybe in a different forum, so as to help us, NEPAD, support our advocacy efforts, because we need facts, and this effort is rich in evidence, and this evidence could support our advocacy effort. Yes, thank you very much. We have reached almost the end. Maybe we'll have a few comments or reactions. Yes. I am Chantal Lemuel, just like this morning. I apologize, my brain isn't working. I was wondering where I had seen you. I had seen this woman before.
I just wanted to answer, or to say that I'm fully aware of the quantitative assumptions that were posed on the evolutions of cropping systems. I fully agree with all the points that he raised, but we wanted, sustainable intensification, agroecology, which uses the most amount of land. So we didn't know. So we had only two systems left: only agroecology and traditional agriculture, conventional. So it's interesting to state that there are these two avenues that are within the international debate, as you said. But if you want to go a little further, saying that agroecology will use more land and lead to more deforestation than sustainable intensification, then we need to compare them. So having indicators to compare them. So maybe, I agree with you, maybe yield is the best indicator. Multi-cropping is hard to take on board in this type of quantification, for example. So I'm calling to all the people who could contribute in this. I can see Olivier across here, who had organized the workshop about cropping systems, where we looked into the possible scenarios, pathways. So it's highly documented, qualitatively speaking, but when it came to decide whether yields raised more in this system or in that, then we didn't really have an answer. It was hard to tell. So finally, the project team, in agreement with the scenarios committee, made this decision. So, since we're working with yield gap, it was simple to do. So in conventional intensification by 2050, we assume that yield gaps are reduced by 50%. In sustainable intensification, they're down 40%, and in agroecology, they're down 30%. So agroecology uses more land than the others. But there's a subtle nuance that I wanted to draw your attention to in our quantitative assumption. This is an average for product groups, but within groups, we assume that there was induced technical progress. And we also take on board the diet that is used along with the system. So we assume that the cultures, the crops that will have more demand will have more research, hence more technological progress. So saying that agroecology is always not as good as the rest, that's not true, because if you use agroecology along with the healthy diet, then you have yields of fruits and vegetables that increase more than with the other assumptions. That was the specification that I wanted to add. One comment before we wrap up this roundtable. Thank you very much. I forgot to introduce myself. Arthur Daker. I used to be with Inra, but now I'm speaking on behalf of an NGO called Oikos. The farming issue is very important, and Jean-Luc François made a number of essential comments. I just took part in a conference last week in Burkina Faso that led to interesting feedback. And the first thing he said was trade balance. That is key when it comes to political change in countries and crop. If we ignore this, then you could say that there's no need to produce cotton in Burkina Faso. But how do we deal with the trade balance? There is no way to do it. And this, there's no way to do it. But people do say it. Second thing, I totally agree with Jean-Luc François about the distinction between the two types of inputs, between hormones and fertilizers. I mean, there's a huge confusion, and they do not have the same consequences. When it comes to input, a third important thing to say,
when you look at Africa, you should make a difference between agriculture with input, conventional, chemical, from on the other side, organic agriculture. When it's really organic, there's a lot of input. They're more expensive, but they are around. There was a presentation from a producer. She was presented. She said they said that when they presented her, they said that she didn't use any inputs, and she said, "No, wow, no! If I didn't use any inputs, then my sons will be dead." So you have to make a difference between organic agriculture with input and with input. In cotton, you can use inputs, but there's nothing on the rest. It's a good thing. You know, sometimes they're distributed among different plots, or there can be rotation of crops. And finally, something, you know, about the recommendation of NEPAD in 2006. In 2006, in the Abuja conference, you made a recommendation that I quote very often, that is very interesting, should be stated regularly. The target, you know, on average, in most African countries, there's less than 10 kilos of fertilizer per hectare per year. The world average is 10 times as much, 100 kilos. We're using 150. Many countries use 200 kilograms of fertilizers per hectare. So in some parts, there are not enough inputs because you are impoverishing the soil because there's no phosphorus. That's catastrophe. So what happened to this recommendation of NEPAD that was made in 2006 that said that by 2050, Africa should reach half the global average in inputs, 50 kilos. And now we're in 2015. The recommendation was for 2015. So I haven't seen any concrete action in this respect so far. Oui, merci beaucoup. Je crois que vous faites. Thank you very much. I think you're alluding to a statement that is very important to us. The Abuja Declaration came in a context when we had a problem with, because the average use of fertilizers was 8 kilograms. The idea was to move up from 8 kilograms in 2006 to 50 kilograms in 2015. So there were a number of follow-up efforts that showed that it was increasing in some countries, but as a rule in Africa, it remains to be done in most countries. There are recent promotion efforts through private companies or international private groups who are investing in the value chain, the fertilizer value chain in Africa, that are cause for hope when it comes to better access to fertilizers from small croppers. We're very far from the target, indeed. So some people need to catch a train, so we do not want to speak too long. So I want to thank all the speakers for the very interesting presentations. And before you leave, I give the floor to François, the CEO of Inra, who wants to conclude.